Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Bon nombre sommes-nous donc à vouloir une vie réussie, une vie d'aisance au profit d'un statut enviable dans la société, faire partie de grandes personnalités de son pays, voire même dans le monde. Mais savez-vous les réalités et les contraintes liées à cela? Les avantages, les principes, mais aussi les mauvais jugements, tout le poids que cela comporte. Personnalité publique, réalité et contraintes, c'est de ça il sera question donc dans Agir ensemble aujourd'hui. Mais avant de retrouver nos invités sur le plateau, nous vous souhaitons tous la bienvenue de cette manière. Et c'est dans la rubrique Le Slam et c'est tout de suite. Le slam. Milawelo, milawea, milawelo, milawea, milawelo, milawema, milawelo, milawe, obe, milevechan, milawea, milawelo, milawe, miletonchan, milawe, heba, milawelo, milawe, obe, milenechan, milawela, milawelo, milawe, milawelo, milawema, milawelo, milawea, milawelo, milawema, milawelo, milawe. Titia obenade, enumo nona dokpo tondi baglina. Obe haku de kamek pelona homola. Balovia be le tingo gakay de kamati manglo konde. Nunya adido tie amede kamek kunak pele titia wegblin. Yen titia obenade bono due don hundoto. Nyawe zonva. Nyawe zonva pele dagbe situ fafa. Nyawe zonva pele dagbe situ fafa. Boko Nami. Avant que ma parole ne porte chair, que l'ancêtre libère le chemin. Bienvenue dans Agir ensemble. Un lieu d'espoir, une flamme qui rassemble. Avec le slameur, l'émotion prend voix. Ah oui, l'émotion prend voix des mots qui résonnent, parcours de notre combat. Eh bien, chez le spécialiste, la lumière s'éclaire. C'est des clés, des savoirs, c'est des clés, des savoirs, c'est des clés, des savoirs pour mieux appréhender et dompter l'éphémère. Allez, venez, venez avec vos joies et vos sourires. Venez avec vos joies et vos sourires. À vous la parole, prenez-la, exprimez vos idéaux en toute tranquillité. Surtout avec des infos utiles pour pouvoir mieux avancer. Parce que c'est ici que le soleil se lève, parce que c'est ici que l'histoire se tisse, parce que c'est ici que le soleil se lève, parce que c'est ici que l'histoire se tisse, 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 tisse. Chut. Non, n'ayez pas peur, vous êtes des étoiles qui brillent en pleine nuit, parce que Star Life est là, et c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur vos parcours de grandes personnalités. Alors n'hésitez pas, faites comme chez vous. Sentez-vous bien, soyez à l'aise. Parce que milawelo, milawea, milawelo, milawea, milawelo, milawema, milawelo, milawe, obe, milevechan, milawe, heba, milawelo, milawe, nemi, tonchan, milawe, heba, milawelo, milawe, nemi, milenechan, milawe, milawelo, milawe, oh, milawelo, milawema, milawelo, milawe, leke tutu, yonane, agir ensemble, yonane. Leke tutu yonane, agir ensemble, yonane, 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 agir ensemble, yonane. Dagbe. Agir ensemble. Bienvenue dans Agir ensemble, votre émission panafricaine de promotion et de culture de valeur. Aujourd'hui, nous recevons donc le conseiller du chef du gouvernement du Togo, M. Atoum Tchapeli. Monsieur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous portez? Très bien. Il est également chargé de l'agriculture, de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Aussi, la bienvenue, nous souhaitons à Madame Soso Sefakor, deuxième adjointe au maire de la commune Golfe 2. Madame, très heureuse, je suis de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Merci, Madame Amtia. Comment vous allez? Bonsoir, ça va. Et D'accord. vous-même? Je vais très bien. Agir ensemble. Personnalité publique, réalité et contraintes, nous voudrions en savoir un peu plus, bien sûr. Mais d'abord, qui appelle-t-on une personnalité publique? Nous retrouvons Madame la juriste et écrivaine, Madame Françoise Kadiaka Abouniman, qui nous l'explique dans la rubrique chez le spécialiste.
Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment dans l'émission Agir ensemble. Bon, pour revenir à la question, l'expression évoque des personnes qui par choix ou qui par des circonstances données se retrouvent face au public et dont les actions requièrent quand même l'attention du public. Et en ce moment, elles ont besoin aussi d'avoir la confiance de ce public pour se maintenir. Il peut s'agir aussi d'une personnalité politique, d'une personnalité qui se démarque de par son activité, notamment par des artistes, des chansons. Et dans tous les domaines, on peut avoir une personnalité publique, les influenceurs qui requièrent l'attention du public. En ce qui concerne spécifiquement une personnalité publique qui a choisi de faire la politique, c'est beaucoup de contraintes. Donc, c'est un parcours qui requiert un certain nombre d'actions sur soi-même, d'adhésion du public autour de sa politique dans son milieu, qui requiert beaucoup de bienveillance, d'attention du public, de compétences et surtout d'une personne même dont la personnalité plaît. Il faut être très sympathique à vue d'œil et être beaucoup proche de la population. Et donc, je crois que cette personnalité va se distinguer d'un leader, un leader qui crée une vision, qui fédère les gens autour de cette vision et qui attend un résultat dans le bien commun. Donc, agir ensemble autour de sa vision pour faire avancer l'objectif. Agir ensemble. Nous étions donc chez le spécialiste avec un maître Kayaka Abounima Molga que nous aurons le plaisir de retrouver une fois encore dans le courant de cette émission. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Alors, monsieur, madame, après définition, quels sont les traits caractéristiques d'une personnalité publique? Madame Soso Sefaka. Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez. Et d'abord, à mon niveau, je tiens d'abord à dire que c'est avant tout une personne disponible qui se rend disponible à l'égard de tous et qui est soumise à des règles de hiérarchie, qui est prêt à recevoir des instructions, à suivre toutes les recommandations faites par sa hiérarchie, même si elle a des avis, il y a une manière stratégique subtile venant d'elle à l'endroit de ses chefs. Donc bref, c'est une personne qui existe pour tout le monde, qui rend tout moment un service public à l'égard de ses concitoyens, compatriotes et même à l'égard de tous ceux et toutes celles qu'elle rencontre sur son chemin ou bien dans le secteur où elle est en service. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Et M. Tchakpélé, que désigne-t-on par personnalité même chez une personne? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut situer la question de la personnalité sur ce qui nous différencie des autres, parce que c'est comme ça qu'on définit notre personnalité. Ce qui nous différencie des autres, c'est la première des choses. Et j'aimerais citer une doctrine promue par Hippocrate, une doctrine des humeurs, qui différencie trois types de personnalités. Donc on a des personnalités flegmatiques, on en a colériques, on en a qui sont sanguines. Donc ce qui fait que la définition de la personnalité dépend un peu des critères qu'on y met. Donc vous avez plusieurs types de personnalités en fonction de la situation qui se présente ou bien en fonction de l'environnement dans lequel on agit ou du moins ou bien en fonction de ce qu'on pratique comme fonction. D'accord. Voilà. Donc ça peut impacter aussi. Oui. D'accord. Alors, devenir une personnalité publique, est-ce un choix ou est-ce la vie qui nous choisit à se devenir? Moi, à mon niveau, je ne pense pas qu'on choisit d'être personnalité publique. Comme je l'ai dit tout de suite, notre orientation nous amène à devenir peut-être une personne publique. On ne choisit pas, mais indirectement, dans nos choix, on s'oriente vers ce fait, devenir une personnalité publique ou un personnage public. Nos choix peuvent nous amener à le devenir sans qu'on le décide. Également, c'est cette définition, ou du moins cette dénomination de personne publique, c'est le regard des autres
qui nous permet de nous définir comme personnes publiques, ce que nous faisons pour les autres, nos interventions, tout notre vécu va dans la définition du personnage public que nous sommes. D'accord. Selon vous, Madame Soussou, devenir une personnalité publique, est-ce par choix personnel ou bien c'est la vie qui nous l'impose? À mon niveau, je dirais que les deux. Ah. J'ai les deux et pour moi, le choix personnel émane de l'engagement citoyen. Prendre conscience que tu es citoyenne, citoyen dans une communauté, dans une nation et qu'il faut quand même s'engager, se dire que moi aussi j'ai une contribution à faire et donc derrière l'engagement citoyen, on peut devenir une personnalité publique comme ça. Je vais donner l'exemple aussi pour ce qui est le second aspect de la question pour dire qu'on peut être choisi aussi par la communauté ou bien naturellement on peut dire que ça peut être un destin. Et là aussi, ça tire sa source de votre personnalité d'abord. Qui vous êtes et ce que vous faites au milieu de votre communauté. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, les actions que vous menez, votre caractère, votre comportement. Tous ces indicateurs peuvent amener à ce qu'on puisse vous coopter, vous choisir comme leader de la communauté et qui va faire de vous maintenant un personnage public ou bien une personnalité publique. D'accord. Alors, racontez-nous un peu votre cas, vos réalités, les contraintes liées à votre vie de personne publique. J'exerce une profession judiciaire et donc déjà chez nous, vous allez voir que nous sommes un peu au carrefour des problèmes des humains et des problèmes qui proviennent de la société en général. Donc, et puis, en tant que citoyenne, j'étais déjà engagée dans les actions publiques et j'étais déjà dans les activités du développement, mais pas directement aujourd'hui comme je le suis en tant que maire. Et donc, je peux dire que c'est... Tout ça réuni aujourd'hui. Oui, tout ça réuni. Et c'est dès même dans mon bureau, au milieu professionnel, que j'ai été sollicitée à piloter, à conduire une liste pour être leader d'un groupe de candidats. Et donc, voilà, on est dedans. Donc, tout de suite, la première contrainte que nous pouvons déceler derrière un engagement ou bien nos cahiers de charges, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que tu as une vie remplie de... Tu es sollicité partout. C'est une course. Voilà, donc il faut une organisation, une planification pour pouvoir concilier. Et il y a aussi la vie privée. Comment concilier la vie privée et la vie professionnelle. Et surtout, s'il y a l'aspect public qui s'ajoute, ça veut dire que ça fait trois enjeux à gérer dans un agenda très ferme. Et donc, ce sont les trois enjeux que moi j'ai dénotés depuis que je suis à cette nouvelle forme d'engagement ou bien d'action publique. Voilà. Donc pour vous, c'est plus la gestion du temps? Oui, il y a la contrainte du temps, mais heureusement, je suis une personne très organisée et j'aime vraiment utiliser l'indicateur planification pour pouvoir gérer. Je suis là, ma semaine prochaine, je sais ce que je dois faire de lundi à dimanche. Et les imprévus qui rentrent dedans au fur et à mesure, tu les agences et puis tu les réordonnes. Voilà. Donc, c'est un travail quotidien, au fait. Et à force de le faire, tu es à la routine et puis ça devient plus aisé et de s'en sortir. Ce qui fait que l'entourage dénote la disponibilité que, voilà, Madame Soussou rentre toujours dit. Ce n'est pas toujours aisé. Mais si je n'avais pas... Vous faites l'effort d'être là pour tout le monde. Donc c'est un peu ça. D'accord. Monsieur Tchakpili, en tant que conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement, vivez-vous de la même manière aujourd'hui avant d'être appelé à ce poste? Je trouve cette comparaison un peu flatteuse. Allez-y. On dirait que bien avant que je ne sois conseiller du Premier ministre, j'avais peut-être une vie austère ou une vie... Pas forcément. Voilà, donc... peut-être que les responsabilités sont plus... Oui, bon, peut-être ce que je vais préciser, je suis venu du système des Nations Unies et là, c'est encore beaucoup plus, si je veux le dire ainsi, la vie dans le système des Nations Unies, c'est le travail, c'est pas pour dire qu'au niveau de la primature, on n'a pas du boulot. C'est juste pour répondre un peu à la comparaison dont je parle. Les train-train. Voilà. Donc,
C'est vrai que dans le milieu dans lequel je suis maintenant, c'est le milieu public. Je viens d'un milieu international. Disons qu'il y a une différence quand même. Où, quand j'étais au niveau des Nations Unies, c'était beaucoup plus les résultats. Tu es jugé par les résultats. Mais quand tu reviens au pays et tu prends une responsabilité, ou du moins, comme vous le dites, tu deviens une personne publique ou un personnage public, là, tu as d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu es sollicité pour beaucoup de personnes, tu dois pouvoir répondre à leurs sollicitations. Dans la disponibilité. Voilà, la disponibilité, tu dois être disponible. Pour les gens, ta position leur permet de pouvoir trouver solution à tous leurs problèmes. Donc, c'est un peu la différence que je vois. En tout cas, selon leur entendement. Oui, c'est ça le truc. C'est ça parce que je voulais ajouter un peu à ce que madame a dit. En tant que personne publique, moi je l'ai dit, c'est beaucoup plus le regard des autres qui fait de toi un personnage ou une personne publique. Donc, ce qui fait que pour beaucoup de personnes... il y a des attentes de résultats. Lorsqu'elles vous appellent, c'est qu'elles attendent, elles se disent que c'est le monsieur, c'est la dame qui doit pouvoir trouver solution à mon problème. L'homme de la situation. Voilà. Donc, je vais vous donner juste peut-être un petit exemple. Je me rappelle quand j'étais au pays avant de partir dans le système des Nations Unies, j'étais au bureau quand une personne m'appelle. Je dis, mais monsieur, où est-ce que vous avez trouvé mon numéro? La réponse du monsieur, c'est pour dire, monsieur, vous êtes une personne publique. Donc, ce qui voudrait dire que... On ne peut pas vous chercher, ne pas vous trouver. Voilà, donc une personne publique doit être disponible. C'est une personne, elle doit être disponible pour tous. Et il n'y a pas à dire que non, je suis pour tel et pour tel. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais il a raison, le monsieur. Oui, quelque part, mais quelque part, comme vous l'avez dit, les contraintes, c'est que vous vous trouvez dans des situations où on vous soumet des difficultés, on vous soumet des problèmes que vous pouvez pas, dont vous ne pouvez pas régler. Et là, ça mais on compte sur vous. Oui, on compte sur vous. Et lorsque vous n'arrivez pas, on se dit que vous n'avez pas voulu. Vous vous retrouvez, voilà, vous êtes accusé de tous les noms. On dit non, il ne veut pas aider, il n'est pas cela. Mais ce n'est pas une vie facile lorsqu'on vous taxe de personne publique. Mais moi, je ne sais pas si je suis une personne publique. Moi, je laisse plutôt les gens qui sont en face de moi dire si je suis une personne publique ou pas. Alors, lorsqu'on est une personne publique, donc je vous réponds, vous l'êtes. Souvent, le regard externe, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, pense que vous pouvez résoudre tous les problèmes. Moi, ma question serait de savoir, est-ce que tout est rose pour une personnalité publique? Du moins, c'est ce que le regard externe pense. En fait, en étant personne publique, ça dépend de là où vous êtes. Vous êtes une personne publique. Par exemple, si vous êtes dans ma position, quand vous demandez si tout est rose, des fois, on a certaines facilités parce qu'on est conseiller du Premier ministre. Quand vous arrivez, tout le monde est... C'est-à-dire le statut ouvre des portes. Ça, là, te donne des facilités. Mais aussi, derrière ça, il y a un revers de médaille. Donc, c'est de ça que je parlais en disant que des fois, vous devez affronter des fois certains regards lorsque la situation est déplaisante pour la personne qui rentre en contact avec vous. Donc, c'est un peu ce truc. Donc, vous devez vous préparer à pouvoir satisfaire la personne et à répondre surtout lorsque la personne trouve qu'elle n'est pas satisfaite d'un truc. Voilà, moi, je suis disons, du gouvernement de Griffe, si je me permets de le dire. Donc, toutes les frustrations que peut-être quelqu'un dans la population il trouve que c'est un conseil de Premier ministre. J'étais là tout de suite, il jette ça sur moi, il veut des réponses ou bien il t'accuse de tout. Mais tu dois pouvoir te préparer et pouvoir affronter et répondre. C'est ça un peu la difficulté d'avoir cette statut de personnage public. Alors, Madame Soso, selon vous, qu'est-ce qui alimente souvent les rumeurs, les critiques, les fausses allégations sur la gestion des affaires publiques, surtout la gestion financière? Il y a souvent le manque de communication ou l'insuffisance de transparence dans la gestion. Et lorsque vous êtes devant les affaires publiques et que vous ne rendez pas compte, souvent, régulièrement, à la base, ou bien vous ne faites pas une descente sur le terrain, pour constater vous-même des faits et vous restez sur votre piédestal pour toujours gérer les affaires dans les documents. Parce qu'il faut parfois confronter, il faut confronter. Et donc, vous allez observer la plupart de certaines personnalités, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à faire au bureau, mais ils préfèrent aller sur le terrain, juger eux-mêmes de l'action, parce qu'ils ont cette obligation de pouvoir rendre compte. Et quand vous le faites ainsi,
vous pourrez quand même sortir idem de certaines rumeurs. Et je peux aussi dire qu'il y a l'ignorance et le refus de la part de nos compatriotes parfois de se former et de s'informer. Et parfois, ils se jettent sur toi et ils lancent des pierres. Parfois, ce n'est pas à toi la destination finale de ces pierres, mais tu te retrouves là. À prendre des balles perdues. Voilà, les balles perdues. Et puis, il y a le dernier point que je vais dire. Il y a certaines personnes, c'est une médisance. Elles sont des personnes très quand on parle de à rumeurs, médire, voilà, et à raconter des faussetés sur des gens, des choses qui ne sont pas avérées. C'est de leur nature. Il y a de ces genres de personnes. Et quand tu es personne publique, personnage public, tu dois pouvoir tenir compte et l'acceptation, essayer d'être prudent un peu dans tous ces groupes de personnes humaines. C'est ça la vie humaine, au fait. Donc, quels que soient les efforts, tout ce que tu fais, et attends-toi à ce que, quelque part, une pierre viendra et voilà, te chercher. Vous allez prendre des coups, voilà, que vous ne méritez forcément et parfois pas. même, ce ne sont pas des gens très loin, hein. Ce sont des gens un peu proches qui essaient de manger la banane et puis te jeter les peaux. Et puis parfois, donc, il faut être aussi d'un caractère fort, d'une personnalité. Là aussi, ça, voilà, d'avoir vraiment un mental fort, comme on le dit, pour pouvoir gérer toutes ces personnes. Et même si elles sont de tes collaborateurs. J'essaie de noter. Et si vous avez pris conscience de ces causes et vous les gérez, je pense que vous pouvez vous en sortir derrière les rumeurs. D'accord. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Des personnalités publiques ou personnalités tout simplement, nous en parlons ce soir dans Agir ensemble. Quelles sont donc les réalités et contraintes liées à ce statut? Vous verrez ici différentes personnalités qui nous racontent leur cas et c'est tout de suite dans la rubrique À vous la parole. Pour parler de mes fonctions, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a la loi du 29 octobre 2019 qui est relative à la protection des données à caractère personnel et qui crée une instance qui s'appelle donc l'instance de protection des données à caractère personnel. Donc, je suis le président nommé par décret le 30 septembre 2024. Mes fonctions essentiellement, je vais d'abord parler de la mission globale. La mission globale de l'instance, c'est donc de protéger les données à caractère personnel des citoyens, de créer un espace numérique de confiance, de faire en sorte à ce que les gens puissent travailler, agir en toute sérénité dans leurs activités personnelles, professionnelles et économiques. Nous sommes également là pour, disons, élaborer le cadre juridique, veiller au respect donc, de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, et veiller donc à protéger les droits des citoyens, les libertés individuelles des citoyens, ainsi que leur vie privée, et accompagner l'innovation, c'est-à-dire faire en sorte à ce que les entreprises puissent être dans une démarche de qualité. En ce qui concerne donc la sensibilisation du public et des entreprises, il s'agit pour nous de faire comprendre aux citoyens qu'ils doivent protéger ces données à caractère personnel, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec l'Internet, avec l'intelligence artificielle, ces données à caractère personnel peuvent être utilisées à des fins malsaines ou bien malveillantes. Et donc, les citoyens doivent apprendre donc, à protéger ces données à caractère personnel. Également, faire en sorte à ce que les entreprises, c'est-à-dire ce que nous appelons les responsables de traitement des données à caractère personnel, puissent donc avoir les bonnes pratiques qui consistent donc à protéger les coordonnées des gens, des individus, l'identité des citoyens, l'image des citoyens, ainsi d'ailleurs que le dossier médical des citoyens. Alors, ce qui nous amène également à faire ce qu'on appelle le contrôle de conformité. Ce contrôle de conformité permet aux entreprises d'être dans cette démarche de qualité et doit consister en une opportunité pour que les entreprises qui sont ce que nous appelons donc les responsables de traitement des données à caractère personnel puissent avoir la confiance des citoyens. Et ceci va nous amener évidemment à faire en sorte à éviter les abus et les manquements
de la part donc, de ces responsables de traitement des données à caractère personnel. Et éventuellement, et le cas échéant, nous pourrons être amenés à sanctionner certaines infractions prévues par la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Au-delà donc de la perception du militaire que nous sommes, nous avons quand même aussi à cœur de faire les choses dans les normes, suivant donc les règles établies par les lois et les règlements. Et au fur et à mesure donc que nous agissons ou interagissons avec les populations pour lesquelles nous travaillons, il y a la confiance qui s'établit. On se rend compte qu'en fait, oui, c'est le militaire, mais en même temps également, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un administrateur, c'est quelqu'un qui est là pour une mission. Je ne viens pas ici avec mes bottes ou ma casquette, je viens ici pour la mission qui m'a été confiée. Et il faut savoir également que dans la formation du militaire que nous sommes, dans la formation de l'officier de gendarmerie et de l'officier des forces armées en général, il y a plusieurs aspects. Il n'y a pas que des aspects militaires. Nous avons également des formations dans les différents domaines de l'administration, également de la sociologie et autres, et même de la politique, qui fait qu'on arrive quand même à maîtriser tous les aspects, tous les contours des responsabilités qu'on nous confie. Ce n'est pas nécessairement en tant qu'officier que nous venons à des responsabilités étatiques au niveau civil, mais c'est également en raison d'une certaine expertise que nous avons dans d'autres domaines autres que le militaire qui nous amène à certaines responsabilités. Et je pense que jusqu'à maintenant, vous n'allez pas en démentir. Il ne s'agit pas de moi, je veux parler des autres, les officiers qui sont en responsabilité dans d'autres structures. Vous allez voir que le résultat est au rendez-vous. Si je suis dans une assemblée où il est question d'échanger sur une thématique donnée, je mobilise donc mes ressources par rapport à ce que je connais de cette thématique. Et donc, les gens me prennent comme tel, en tant que donc, administrateur, en tant que directeur, en tant que président. Et donc, j'arrive donc à échanger avec les gens, à mettre les gens en confiance, à leur prouver qu'en fait, bon, voilà, je maîtrise peut-être le dossier, je maîtrise le sujet, qu'on peut discuter d'égal à égal. Et ça, c'est en ce qui concerne donc mes responsabilités civiles. Maintenant, si je me retrouve en tant que militaire, dans mes fonctions de militaire, en tant que gendarme, dans mes fonctions de maintien de l'ordre, eh bien, c'est une autre image de moi que vous allez percevoir. C'est-à-dire, vous aurez donc le gendarme, vous aurez le militaire qui est là pour faire respecter la loi. Et en ce moment, c'est un autre ton. Ceux qui sont en conflit avec la loi, ceux qui ne respectent pas la loi, doivent naturellement avoir peur de nous. Nous sommes formés pour ça et nous devons imposer. Ce n'est pas la peur, c'est le respect, c'est la crainte de l'autorité qui doit s'afficher en ce moment. Mais les honnêtes citoyens qui n'ont rien à voir avec des infractions ou des violations quelconques, en général, se sentent en paix, en confiance avec nous, en notre présence. Donc je pense que nous avons deux catégories de citoyens, ceux qui sont en conflit avec la loi, qui doivent naturellement avoir peur de nous, et ça, nous devons faire en sorte à ce qu'ils aient effectivement une crainte, la crainte de l'autorité, mais en même temps rassurer de l'autre côté les bons citoyens qui doivent, eux, donc, bénéficier de la protection du militaire, du gendarme que nous sommes. Pour le militaire que je suis, pour l'officier des forces armées que je suis, naturellement, les contraintes, c'est notre deuxième vie. C'est notre deuxième vie parce que nous sommes formés pour affronter donc les contraintes. Nous sommes soumis à un statut ou à des suggestions qui font que, bon, voilà, à côté de la vie réelle que nous menons, nous avons une autre vie qui est faite de contraintes, qui est faite également d'engagement. Et donc, nous arrivons à assumer. Je me sens très à l'aise par rapport donc, aux contraintes qu'impose donc le poste, comme vous le dites, en tant que directeur de culte, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui comprend l'action. En tant que président de l'instance de protection des données à caractère personnel, j'imagine que ça ne sera pas non plus évident parce qu'il va falloir imposer une certaine réglementation, certaines règles, certaines contraintes vis-à-vis à la fois des citoyens, des entreprises que des administrations. Ça ne sera pas non plus facile, mais comme je l'ai dit, nous sommes formés pour les contraintes, on va les affronter, mais la mission demeure et les résultats seront au rendez-vous. Par rapport aux privilèges en tant que président de l'instance de protection des données à caractère personnel,
Les privilèges, je ne sais pas encore, puisque je viens d'arriver, je ne sais pas s'il y a des privilèges, mais nous, on n'a pas l'habitude des privilèges. Nous avons dans nos cultures, en tant qu'officier, c'est l'humilité, c'est l'engagement, c'est le devoir, c'est la responsabilité. C'est cela que moi je vois. Les privilèges, je n'en vois pas trop. Je pense qu'en tant qu'officier de gendarmerie, officier des forces armées togolaises, nous avons déjà un privilège, celui déjà d'être colonel et ensuite d'être considéré par les citoyens comme les protecteurs de la nation. C'est déjà le privilège là qui m'importe plus que les autres privilèges qui peuvent venir des autres responsabilités civiles. À ce niveau-là, ce n'est pas ça qui m'importe, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis là pour un temps, je vais repartir à la maison, à la caserne très bientôt, et je vais me satisfaire donc de cette reconnaissance de la nation vis-à-vis des armées. Pour mon statut d'international togolais, bon, forcément il y a des attentes devant le public parce que quand tu es un international, déjà tu défends le peuple. Donc il faut être performant sur le terrain et aussi ta manière de vivre en dehors du terrain. Ouais, parce que déjà international, il y a des yeux qui sont sur toi, il y a des jeunes que tu deviens leurs idoles. Donc il faut montrer de bons visages en dehors du terrain, ton comportement, savoir faire des choses parce que bon, d'ici tu fais un petit truc, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc savoir mener sa vie. À maison moderne, pour être footballeur international, ben, tu ne dois pas fréquenter des endroits. Des fois, il y a la vie, tu dois vivre ta vie aussi, mais des fois, ben, savoir là où mettre le pied, pas dans des bars, n'importe comment. Comme contrainte, c'est déjà aussi un privilège aussi, selon moi. Parce que être international, tout le monde se dit, bon, tu vois bien chez lui, tout se passe bien chez lui, mais plutôt, des fois, c'est pas ça. Nous aussi, on a des soucis, parce que tout homme sur la terre a des difficultés. Donc, bon, d'autres ne pensent pas à cela. Et d'autres aussi le pensent et ils savent comment vivre un international. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Être international, il faut être performant chaque jour parce que les revers, c'est quand tu n'es pas performant sur le terrain. Bon, il y a ta famille il y a ton nom déjà dans la bouche des journalistes, les critiques un peu partout, même tes proches qui te critiquent sur les réseaux sociaux, tout ça là. Donc, les revers, c'est un peu ça. C'est un peu ça, un peu quand tu es dehors, bon. Quand tu vas bien, tout le monde t'apprécie, mais quand ça va un peu mal, bon, là, il faut t'attendre à tout. Ouais, il y a des moments parce que l'envie d'être international togolais, je peux dire, bon, c'était en novembre 2022, quand on jouait pour la Coupe CAF à ASCO. On avait gagné à Kégué contre 7 Fassiens. Donc, tout le public disait que bon, c'est fini pour ASCO, c'est fini pour ASCO. Mais on est parti à l'Algérie, on a fait match nul, on est qualifié en poule. Et c'était vraiment la joie au Togo, hein, parce qu'arrivé à Hila Kondi, on était escorté de Hila Kondi jusqu'à Sarakawa. C'était vraiment magnifique ce jour-là. Et même personnellement, je peux dire, bon, quand j'étais appelé en équipe nationale, bon, j'ai joué 2-3 matchs, tout le monde criait, bon, Roland, mais bon, j'étais fier, bon, c'était une récompense pour moi, quoi, du travail que j'avais fait des années. Mais après, bon, ça a tourné un peu mal, mon nom était encore dans la bouche de ceux qui m'ont apprécié. Donc voilà un peu, ça a été un moment très difficile, mais il faut être fort aussi dans la tête, c'est ça un joueur, c'est ça un international. Donc voilà un peu les réalités, les contraintes d'une personnalité, d'un international. Avoir une vie de personnalité publique, c'est avoir un mode de vie. C'est parce que vous avez choisi d'être un homme politique que vous devez apprendre le mode de vie politique ou le mode de vie public. Voilà, donc vous devez aller à l'école de cette vie publique-là et apprendre des comportements qui concourent à se maintenir sur l'échiquier public. Voilà, donc c'est un choix que vous faites, que vous devez vous assigner. Et toutes les actions, les compétences requises pour se maintenir, vous devez les avoir ou les apprendre au quotidien. La vie publique n'est pas une vie d'un jour. Quand vous la choisissez, c'est que vous avez choisi de vous maintenir sur le long terme, disons jusqu'à la fin de votre vie, au soir de votre vie, que vous soyez reconnu en tant que tel, comme une personne connue et reconnue dans son milieu. Et pour cela, un travail énorme doit être fait. C'est tout un parcours, un apprentissage et de longue durée. Et ça dépend du domaine.
Si je me positionne aux fonctions de député, par exemple, je suis obligée de travailler mon mode de vie en fonction de la cible que j'ai en face. Je veux conquérir l'électorat. Qu'est-ce que je dois faire? Donc aussi, j'ai un certain nombre de comportements, disponibilité, aimer ma population et agir aussi dans mon milieu de sorte que la population puisse me reconnaître comme un leader et pouvoir me donner son suffrage en temps opportun. Et donc, c'est beaucoup de choses à faire et que communiquer par l'image et par... on va parler du branding personnel, la communication verbale, non verbale, le vestimentaire. Et quand vous passez, que vous puissiez être très imposant et que les gens puissent vous considérer comme tel. Il faut plaire à vue d'œil et inspirer confiance. Et donc, c'est tout un mode de vie, un apprentissage. Il faut se démarquer de l'autre. Et comme c'est sur des terrains concurrentiels, si vous prenez les artistes, par exemple, qui voudraient être des personnalités publiques reconnues comme les grandes stars et des valeurs sûres de la chanson, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler énormément sur ces productions, le son, la voix, un certain nombre de choses qui vous permettent de vous démarquer aussi d'un artiste de la chanson ordinaire. Donc quand vous commencez cela, il faut se maintenir et que ce travail-là soit un travail de longue haleine et un travail au quotidien. Il ne faut même pas se laisser distraire par j'ai été quoi. Bon, des has-been, non. Même quand vous n'êtes pas sur l'échiquier politique, parce que à un moment donné, il faut se retirer de la vie politique, mais qu'on se souvienne toujours de vous. C'est ça. Pour se maintenir au quotidien, cette personne-là, ça relève de beaucoup de sacrifices, hein, parce qu'il ne faut pas être une personnalité publique d'un jour. Il faut être une personnalité publique de tous les jours et ça nécessite des actions constantes et de travail sur soi, de recherche d'impact, de compétences, une certaine discipline et suffisamment de discrétion autour des actions qu'on mène. Et donc, vous voyez que dans cette vie publique, vous avez une vie privée qui peut être exposée, exploitée pour vous faire descendre rapidement pour que vous perdiez votre image. Et donc, il faut beaucoup de résilience aussi à ce niveau, accepter les erreurs, accepter qu'on parle de vous ou cacher même énormément la vie privée pour que derrière votre personnalité publique, que vous ne drainiez pas et toute la famille. Et donc, c'est beaucoup d'attention à faire sur soi tout en cherchant à se maintenir au devant de la scène, autour des actions qui vous sont énormément chères, puisque vous avez une cause à défendre. C'est pour cela que vous accrochez à la vie publique et à faire de votre parcours un parcours exemplaire. Donc, il ne faut vraiment pas se décourager, savoir qu'est-ce qu'on expose. Et au même moment, pour une femme publique, vous voyez que derrière, il faut beaucoup de disponibilité, une articulation entre la vie familiale et la vie politique et professionnelle requiert aussi et beaucoup de sacrifices, hein. Il faut trouver le temps pour gérer harmonieusement ça. Et il faut, dans la vie publique aussi, pouvoir créer ses sympathisants. Quand vous êtes à une fonction élective, il faudrait absolument que l'électorat continue d'avoir confiance en vous et que votre parti qui vous a positionné puisse toujours avoir confiance en vous. Vous savez, la vie politique, la vie familiale, tout ceci de pouvoir jouer. Et au même moment, on attend une efficacité, une compétence. Parce que c'est là le leadership de compétences que vous devez toujours maintenir. Donc tout ceci, il faut trouver le temps de travailler là-dessus au quotidien. C'est une lourde responsabilité empreinte de beaucoup de stress. Donc voilà un peu. Une personnalité publique, est-ce qu'elle est forcément un leader? Une personnalité publique peut se retrouver dans une position grâce aux circonstances. Je deviens ministre, par exemple, je prends ce titre-là, je deviens ministre parce que les circonstances m'ont positionné là. Je me retrouve là parce que j'ai des compétences clés. Alors, c'est une fonction pour limiter dans le temps. Et puis, par rapport au public, vous êtes en vue. Vous êtes une personnalité publique, politique et publique. Mais alors, qu'est-ce que je fais de mon poste ministériel? Maintenant, c'est mes rapports avec tout le personnel que j'ai. Et puis, il ne faudrait même pas perdre de vue que quand vous êtes ministre, c'est que vous êtes issu d'un gouvernement ou de le chef du gouvernement qui a reçu sa légitimité du peuple. Donc, vous êtes dans la politique, dans un ensemble d'idéologies que vous devez maintenir, cultiver et faire valoir de sorte que tout le travail qui est fait à partir de votre ministère
concourent à la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Donc c'est important et donc un travail de terrain qui doit être fait non seulement avec les collaborateurs, la base aussi doit reconnaître que grâce à elle, vous êtes à tel positionnement et que quand elle s'approche de vous, qu'elle ne soit pas exclue de votre vie, et ainsi de suite. Donc est-ce que c'est réellement compris? Quand vous passez à ce poste-là et que vous n'avez pas compris cela, c'est que vous avez été un manager, on va dire ça. Vous avez exécuté un plan d'action, mais vous n'avez pas créé suffisamment de relations avec votre base. Et donc, quand vous quittez cette fonction-là, vous pouvez tomber dans l'oubliette. Vous n'avez pas été leader, vous n'avez pas été un leader impactant. Vous avez été public, mais vous n'avez pas été un leader impactant. C'est plutôt la nuance que je voulais apporter. Donc, il faut incarner un leadership qui vous permet de produire du résultat, un résultat durable, avec toutes les caractéristiques qui composent le leader. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Partenaire, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Après ce que nous venons de suivre, être une personnalité publique, ce n'est pas chose aisée. Monsieur Tchakili, avez-vous quelque chose de particulier, genre une confidence à partager avec nous? Un exemple de cas où vous vous êtes retrouvé dans une situation où peut-être on vous a refusé une faveur, un service, puisque tout à l'heure, on disait aussi que ce statut ouvrait des portes. Mais vous avez aussi parlé des revers. Est-ce qu'il y a eu, peut-être malgré votre statut, quelque chose qui vous a été refusé? Que vous, même si vous ne racontiez pas ça, les gens ne croiraient pas. Bon, peut-être ça va toucher un peu le cadre de mon travail. Parce que vous savez, comme je suis de la primature, je suis conseiller du Premier ministre, lorsque par exemple vous vous retrouvez dans une manifestation et que vous avez l'institution qui est supérieure à votre institution est présente, votre rang ne suffit plus. Votre rang ne suffit plus. Donc vous pouvez vous retrouver quelque part où vous pouvez avoir tous les titres que vous avez et tout ça. Ça ne vous ouvre pas les portes parce que la priorité accordée à d'autres personnes, vous devez faire profil bas. Donc c'est pour ça que je disais que la question de personnage public, ça dépend de qui vous avez en face. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes obligé de vous plier et de respecter ce qui est fait. Donc, c'est un peu de ces situations qu'on vit en général. Sinon, généralement, je n'ai pas affronté de contraintes si ce n'est pas dans des manifestations où vous vous retrouvez avec une structure beaucoup plus supérieure à votre structure, donc qui vous oblige maintenant à faire profil bas pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Ok. Personnalité publique rime-t-elle avec puissance? Ou plus rien ne vous résiste? Je crois qu'il y a une partie de pouvoir. D'accord. Parce que pour les gens, une personnalité publique a un pouvoir. Et est-ce vrai ou pas? Oui, quelque part, oui. On a un petit pouvoir. on a un petit pouvoir, pas qu'on l'exerce contre les gens. C'est-à-dire le pouvoir, ça se définit de plusieurs manières. J'ai le pouvoir de pouvoir réussir, bon, excusez-moi la tautologie, de pouvoir vous résoudre tel problème. Si je n'ai pas cette capacité, je ne peux pas vous résoudre le problème. Donc, on a une petite puissance lorsqu'on est une personnalité, oui, personnage public. Donc, mais il faut savoir utiliser ce pouvoir qu'on a. Bon, dans certains cas, vous trouvez certains qui abusent, ça c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup plus utiliser mon pouvoir, mon petit pouvoir ou ma petite puissance là, pour essayer de faire mieux les choses, en tout cas. Dans la zone où je vis, je l'exploite au maximum. Voilà. Donc, je fais respecter certaines règles que les gens ne veulent pas suivre. Mais quand je me présente, on sait que c'est moi. Tout de suite, ça rentre dans l'ordre. Ouais, ça rentre dans l'ordre, on a les résultats tout de suite. D'accord. Voilà. D'accord. Je suis satisfaite de cette réponse. Madame Sefako, avez-vous parfois des retours, des critiques à votre encontre? Puisque quand on est personnage public, ça n'en manque pas. Ça fuse de tous les côtés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Parfois, c'est dans l'entourage proche. Si. Oui. Avez-vous souvent de ces genres de retours? Et comment vous comportez-vous face à cela, négatif ou positif? Je suis sûre que nos téléspectateurs femmes vont se retrouver parce que, vous savez, nous sommes toutes les femmes qui sont à
des postes de décision sont confrontés à ce même problème. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, certains frères, certains hommes qui n'ont pas encore accepté que la femme peut diriger. La femme peut décider, la femme peut être mon collègue décideur. Donc, dans la réalité quotidienne, nous vivons ça. Nous vivons ça. Maintenant, il te revient, toi, la femme en question, de savoir manager ses frères-là, ses collègues hommes et même parfois des collaborateurs. Et ce sont des sujets d'ordre un peu psychologique, c'est-à-dire qu'il faut se référer peut-être aussi au parcours de la personne, même son vécu familial et tout ce qui va avec, mais on n'est pas là pour ça. Mais moi, particulièrement, j'ai eu la chance et la grâce d'avoir déjà mon environnement familial, j'aime le dire, bien avant même que l'ONU Femmes ne le décrète, le mouvement He4She, les hommes qui poussent les femmes. Et moi, j'ai eu la grâce d'être née d'un père qui est He4She. Et donc déjà, cet environnement m'a conduite à quand même à manager ces personnes-là qui ont cette tendance à faire dérouter, à faire régresser tes efforts et à faire tout pour que tu ne puisses pas progresser. Je me suis toujours retrouvée au milieu d'un cadre professionnel où, de par l'éducation reçue, de par mes façons de faire, mes comportements, font que je suis plus à l'aise avec les hommes que même avec les femmes. Moi, c'est à mon niveau. Donc, j'arrive à les gérer comme ça, avec des stratégies. Tout est question de la manière, les approches, d'accord, de percevoir ces critiques. Et j'aime vraiment les critiques positives. Il ne suffit pas de critiquer pour critiquer, mais apporte. Et moi, souvent, je le dis en face de la personne tout de suite. Quand je t'écoute, je sais que tu es en train de m'attaquer. Je t'écoute pour quelques minutes, mais après, je te pose une simple et unique question pour dire, OK, je suis d'accord avec ce que tu dis. Selon toi, qu'est-ce que toi, tu proposes? Et souvent, la plupart des cas, si réellement la personne était douée d'une intention négative de critique, ça veut dire que la personne n'a pas de réponse. Mais si réellement cette critique était positive, tout de suite, la personne va répondre de façon vraiment très, très stratégique. Et moi, ça m'aide plutôt. Et je compose facilement avec ce genre de personnes sur mon parcours. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Tchakulé, je vais vous poser la même question. Comment se comporter face à ces genres de critiques, que ce soit négatives ou positives? Comment se comporter face à ça? Bon, moi, à mon niveau, je pense que je ne gère pas un service directement pour dire si je suis confronté à ces difficultés. Je crois qu'en général, il faut avoir un système de management ou de gestion des personnes où on prend le temps d'écouter. Lorsqu'on est responsable et qu'on doit gérer les personnes, la première des choses, c'est de pouvoir écouter. Parce que lorsque vous écoutez, vous pouvez facilement trouver une réponse aux plaintes. Donc, j'ai eu à gérer, effectivement. Et moi, c'est mon principe. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les problèmes pour tout ce qu'on dit, mais je prends mon temps d'écouter. Je me dis peut-être que la personne a raison. J'essaie un peu de revenir à moi, de poser des questions, d'analyser si ce n'est pas moi. Donc, j'ai ce comportement-là en général. En général, je le fais toujours. La remise en question. Je me remets toujours en question. Parce que je crois que c'est la meilleure manière pour ne pas se retrouver peut-être en confrontation, même si vous êtes le responsable, vous pouvez vous retrouver en confrontation avec votre administré parce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser peut-être la plainte ou d'analyser les reproches avancés par la personne en face de vous. C'est une manie qu'il faut avoir. Moi, ça, c'est à mon niveau. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Parce que gérer son pouvoir, il faut savoir gérer son pouvoir. Parce que mal le gérer, ça peut se retourner contre toi. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte et ne pas toujours croire que peut-être la personne fait des reproches parce qu'elle veut le faire, mais peut-être qu'elle a des raisons. Il faut chercher les raisons. Alors, Madame Sifaka, quel mécanisme est mis en place pour recueillir les avis, les suggestions des citoyens, de la population de votre commune? Il y a les règles générales que nous aussi, nous essayons de mettre en pratique. Il y a les boîtes à suggestions et il y a les écoutes par des audiences. Et particulièrement dans ma commune, et lorsque nous avons pris fonction, nous avons installé un mécanisme d'écoute
Et même si la loi de la décentralisation voudrait qu'on ait un bureau de citoyens, bon, nous, on a essayé de décider de faire la mise en place de ce bureau, mais ce n'est pas encore opérationnel. Et donc, c'est un autre cadre aussi à des niveaux donnés. Mais à l'interne, à la mairie, pour avoir accès, par exemple, aux élus de la commune, et même nous, les maires, qui sommes dans nos bureaux permanemment dans nos mairies, nous, au Golfe 2, vous n'avez pas forcément besoin d'une audience avant de nous voir. Il suffit qu'on soit au bureau, vous venez à n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez nous voir. Et je pense que ça a donné vraiment des résultats positifs jusqu'à ce jour. Et même dans les services, il y a certains services qu'on a rendus comme ça accessibles. Vous n'allez pas, je prends souvent l'exemple du service de légalisation, vous n'avez pas besoin d'aller et de revenir, vous patientez un peu. Et donc, voilà, il y a plusieurs mécanismes d'écoute, mais fondamentalement, il y a l'écoute, la disponibilité, le cadre d'échange. On a souvent ces réunions d'échange avec certains partenaires locaux et la chefferie traditionnelle, les CDQ, la société civile. En tout cas, nos bureaux sont tout le temps ouverts pour toujours écouter, comme le frère l'a dit. Et c'est la meilleure manière. Surtout nous, les collectivités territoriales, nous, c'est une obligation vraiment incontournable. Il faut vraiment toujours être à l'écoute et permanemment. On n'a pas de jour, on n'a pas de nuit, on n'a pas de week-end. À tout moment, les affaires publiques de la commune peuvent surgir et il faut être en état d'éveil pour pouvoir les gérer. Voilà. D'accord. Déjà, félicitations à tous les deux. Hein. Merci. Non, c'est pas chose à dire. Voilà. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Merci à vous, Madame Sossou, Monsieur Tchakwili. Merci beaucoup. Vous nous vous disons merci. Vous restez avec nous. Partenaire, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. C'est maintenant l'heure des infos utiles. Par rapport donc à mes responsabilités en tant que directeur des cultes, mais également en tant que désormais président de l'instance de protection des données à caractère personnel, que je me sens déjà à l'aise. Je me sens à l'aise parce que de par ma formation, nous sommes là pour la mission. Nous sommes le commis de l'État et toutes les missions qui nous sont confiées doivent être menées à terme et puis avec efficacité. En ce qui concerne donc la direction des cultes, vous savez très bien le travail que nous faisons par rapport donc à cette direction des cultes qui est chargée un peu de veiller à ce que toutes les religions puissent se pratiquer dans notre pays en toute sérénité, dans la coexistence pacifique entre toutes les confessions religieuses. Et je pense que ce défi a quand même été relevé. Notre pays est un État où toutes les confessions religieuses se comprennent et vivent donc en harmonie. Et nous sommes également là, notamment en ce qui concerne donc la question des nuisances sonores, vous en avez entendu souvent parler. Nous sommes là également pour gérer cette question de nuisances sonores générées par les lieux de culte. Nous le faisons avec beaucoup de tact, avec beaucoup de souplesse, en faisant en sorte à ce que, eh bien, que les riverains puissent vivre également là aussi en harmonie avec les responsables ou bien les lieux de culte dans le voisinage. Et je me sens investi donc de cette responsabilité et je suis obligé donc de pouvoir remplir cette mission-là avec efficacité pour répondre donc aux attentes du chef de l'État qui m'a confié cette mission. Et désormais également pour ce qui concerne l'instance de protection des données à caractère personnel, je pense que nous allons faire notre possible pour là également répondre aux attentes du chef de l'État, du président de la République, pour faire en sorte à ce que désormais l'Internet, l'intelligence artificielle, tous les services numériques puissent respecter la loi, puissent fonctionner suivant donc les règles établies par notre pays. Notre ambition à long terme, c'est d'instaurer une culture de la protection des données à caractère personnel, de telle sorte que toutes les entreprises, les administrations également puissent respecter les libertés, les droits individuels ainsi que la vie privée des citoyens. Agir ensemble. Eh bien, c'était la rubrique des infos utiles, des informations qui nous sont vraiment utiles. Agir ensemble.
Partenaire, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Dans votre émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs, Agir ensemble, nous avons parlé des personnalités publiques, les réalités et contraintes. Alors, un dernier tour de table pour terminer. Madame Soso, qu'avez-vous à dire à ceux qui voudraient suivre vos pas? D'abord, je tiens à vous dire merci et félicitations pour tout ce que vous faites à toute la télévision nationale. À tous nos concitoyens et à tous ceux qui vivent sur la terre de nos aïeux, je voudrais les encourager. Et ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile d'être un leader ou bien de devenir leader ou bien d'accepter être leader. Donc, je les encourage, c'est un mot d'encouragement. Le deuxième mot, c'est de leur dire de ne pas toujours regarder les gauches à droite de façon subjective, mais de façon objective, pour dire que les apports qui viennent de gauche à droite aussi constituent des pierres de construction. Et enfin, leur dire qu'il faut toujours développer l'esprit d'écoute, la disponibilité, se rendre toujours disponible et c'est un plaisir de toujours servir autrui. Et c'est une bénédiction à la fin aussi. Voilà. Merci beaucoup, M. Tchapiri, pour clore ce numéro de Agir ensemble. Qu'avez-vous à dire à ceux qui vous suivent en ce moment et qui voudraient vous emboîter le pas? Je voudrais d'abord vous remercier par rapport à cette invitation parce que ça nous offre l'occasion de pouvoir démontrer aux gens que la vie d'une personnalité publique n'est pas aussi facile. On fait face à certaines contraintes, comme on l'a dit au cours de l'émission. Bon, pour ceux qui veulent peut-être nous ressembler, avant de devenir une personne publique ou bien un personnage public, c'est un engagement. Il faut se préparer à être une personne publique avant qu'on vous désigne ou bien qu'on vous doite entre griffes comme ça. Celui-là, c'est un personnage public. Il faut avoir quelque chose à vendre, quelque chose à donner. Donc, ce qui voudrait dire que vous devez être disponible, vous devez pouvoir acquérir un certain nombre de caractères, un certain nombre d'éléments qui doivent permettre aux gens de dire mais cette personne, vraiment, elle représente quelque chose pour nous, c'est une vitrine, nous pouvons compter sur elle. Entre griffes, quelque part, un personnage public, on peut dire que c'est un leader. Donc, pour être leader, ça demande toute une course. Donc, c'est plusieurs étapes à franchir pour pouvoir justifier de cette position. Donc, au-delà de ça, je crois que les questions les compétences aussi sont valables parce que lorsqu'on a une personne publique, on doit se préparer à répondre à tout. Donc, répondre à tout voudrait dire qu'on a les capacités à pouvoir répondre, on a les compétences qu'il faut. Donc, c'est à peu près le conseil que je voudrais peut-être donner à ceux qui nous suivent et qui, par là, nous trouvent comme les personnes capables de pouvoir les accompagner dans toutes les difficultés qu'ils ont affrontées. Merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le conseiller du Premier ministre du Togo. Vous êtes également chargé de l'agriculture, de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Et nous étions également avec Madame Sefako Soso, deuxième adjointe au maire de la commune Golfe de Agir ensemble. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro. À la prochaine. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde.